h33 sur Sud Radio, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, veillez d'armes avant une nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail, alors que les raffineries sont presque toutes bloquées, que la CGT envisage de jeter dans la bataille également le syndicat, son bastion de l'énergie chez EDF. La mobilisation qui se durcit à l'initiative donc de la CGT qui décide de se radicaliser contre la loi travail. Et pendant ce temps-là, on n'entend plus beaucoup les syndicats qui sont eux favorables au texte, à la loi El Khomri. Bonjour à vous Philippe Louis. Bonjour. Vous êtes le président de la CFTC. Votre syndicat soutient la loi travail dans sa version remaniée aujourd'hui. Un texte estampillé loi CFDT par le MEDEF qui n'y trouve plus franchement son compte. Est-ce que vous comprenez la stratégie de la CGT qui a décidé contre presque tout, on a l'impression, quoi qu'il en coûte, d'obtenir le retrait du texte ? Alors, si vous voulez, à chaque fois qu'on a une loi comme ça, les lois sur le travail actuellement, il y a toujours un volet flexibilité et un volet sécurisation des parcours professionnels pour les salariés. Et aujourd'hui, on n'est que sur le côté flexibilité et on ne voit que ce côté-là et personne ne met en avant le côté sécurisation des parcours. Et il est là pourtant dans le texte. Mais bien sûr qu'il est là. Je voudrais juste revenir sur la loi sur les 35 heures. Souvenez-vous à l'époque, j'y reviens sur cette loi sur les 35 heures parce que sur cette loi sur les 35 heures, il y avait aussi un gros volet flexibilité. Sur les 35 heures, c'est au moment des 35 heures qu'on a introduit la négociation en entreprise pour la durée du travail, pour l'annualisation du travail. Et là, on ne parlait pas d'heures supplémentaires à 10%, on parlait tout simplement de ne plus payer de majoration sur les heures supplémentaires, simplement en compensant des périodes de forte activité avec des périodes de basse activité. Et là, à l'époque, souvenez-vous, on ne parlait que du côté sécurisation, mais on parlait plus du côté, bien sûr, 35 heures. Et le côté flexibilité a été complètement ignoré. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Il n'y a eu aucun problème. Aujourd'hui, on est sur une autre logique. On est justement à dire... oubliez, on ne parle pas de la sécurisation et par contre on parle de la flexibilité. Mais la flexibilité qu'on met aujourd'hui, on est toujours sur la négociation d'entreprise et sur la négociation d'entreprise, on laisse effectivement dans les entreprises la possibilité de négocier. Et j'insiste sur le mot négocier. Négocier, ça veut dire qu'il y a d'un côté les salariés avec leurs représentants et de l'autre côté les entreprises avec les chefs d'entreprise. Et on les laisse se mettre d'accord, c'est effectivement pour peut-être ramener les heures supplémentaires à 10% si nécessaire. Et encore, une négociation, c'est aussi des contreparties, donc c'est pas fait n'importe comment. Et on a essayé de sécuriser ça au maximum, c'est-à-dire de ne pas laisser les salariés tout seuls en face de leur patron, mais de dire qu'il n'y a pas d'organisation syndicale dans l'entreprise, il y a un salarié qui négocie doit être mandaté par une organisation syndicale. Donc on a essayé de sécuriser tout ça. Et après le volet sécurisation, celui-là on n'en parle pas. Et le volet sécurisation, il passe aussi par ce fameux compte personnel d'activité. Ce compte personnel d'activité apporte énormément de choses. Alors pour rappel, c'est ce compte personnel d'activité, c'est ce compte que qui vous suivra toute votre vie, tout au long de votre carrière, d'une entreprise à une autre, qui vous permettra effectivement de nourrir vos droits à mesure que vous avancez dans votre carrière. Ça, c'est une avancée significative pour vous, CFTC, mais aussi pour la CFDT. Pourtant, aujourd'hui, ça paraît aujourd'hui très secondaire par rapport au mouvement contre la loi travail, Philippe Louis. Est-ce qu'on n'a pas loupé le coche quand même pour faire admettre aux Français que finalement c'est quand même un bon texte? Une majorité des Français aujourd'hui se retrouvent quand même contre lui. Mais tout à fait, parce que en fait, je pense que les Français on leur a pas expliqué les enjeux. Il faut être réaliste à un moment. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord, je pense, pour dire que le monde est en train de changer. On est en train de connaître une révolution, mais cette révolution vient du numérique, vient de la robotisation. Et si on ne fait rien, en fait, si dans un premier temps on a moins d'emplois dans les entreprises, il va bien falloir trouver de l'activité pour ceux qui ne seront pas dans l'entreprise. Or, de l'activité, on sait qu'il va y en avoir, mais l'activité qu'il va y avoir, je veux parler de l'ubérisation par exemple, on sait que cette activité risque d'être précaire, sans protection sociale. Ça, c'est inadmissible. Donc on dit, voyons comment on peut sécuriser tout ça pour que cette activité soit une activité normale, soit une activité où on ait droit de la protection sociale, où on ait droit de la formation. C'est ça aussi la protection sociale, c'est avoir le droit de se
formés, avoir des droits à la formation pour pouvoir continuer à être employables. Oui. Et ce côté-là est complètement laissé de côté. Et pourtant, on sait qu'on va vers cette société où, effectivement, il y aura une part des salariés qui seront dans l'entreprise et il y aura une part des salariés qui vivront leur vie en si je peux oser le terme, en travailleurs autonomes, et il faut que ces gens-là soient aussi sécurisés. C'est le CPA, c'est cette projection vers l'avenir qu'on essaye de devancer. On essaye de trouver des solutions pour que ceux qui ne sont pas dans l'entreprise soient pas délaissés pour compte et du coup se retrouvent en tant qu'exclus. Et on voit que le chemin qu'on est en train de prendre, et si on ne change rien, eh ben on risque d'arriver sur ce chemin-là. Et ça, c'est inacceptable. Alors, c'est inacceptable. Oui. Alors Philippe, oui, on est sur un mouvement qui est entamé maintenant depuis 3 mois, qui ne semble pas vouloir s'apaiser. Pourquoi ça dure aussi longtemps que ça? Est-ce que le mouvement ressemble à celui de 2010 contre la réforme des retraites? On vous pose la question dans un petit instant. On a un auditeur qui nous appelle depuis Bordeaux, c'est Fabrice. Bonjour à vous, Fabrice. Oui, mais bonjour encore, puisque j'étais intervenu. Oui, vous étiez tout à l'heure, il y a une petite demi-heure. Vous avez une question, vous, à poser? Oui, j'ai une question à poser. En fait, ça suit le raisonnement du de mon premier commentaire. C'est comment je fais pour me faire une opinion d'un texte de loi alors, technique, pas évident à lire si on n'est pas habitué au jargon du droit du travail. Non, c'est même pas ça. C'est que moi là, j'ai fait ma recherche ce matin sur Internet, sur le site de Légifrance, .gouv. Ben, écoutez, moi, ce que je vois apparaître, c'est loi El Khomri avec marqué 25%, au lieu de 25% d'heures supplémentaires, ce sera payé à hauteur de 10%, etc. J'aimerais bien, si l'intervenante, je ne sais plus son nom au niveau politique, ce matin a fait, finalement, Fabrice, il ne sait pas de quoi il parle. Ben, d'accord, je ne sais pas de quoi je parle, mais dans ce cas-là, donnez-moi la bonne info. À tous les Français, donnez-nous la bonne info, les textes, faites-nous-les parvenir. Oui, est-ce qu'il faut se plonger dans le texte lui-même, qui est long, qui fait près de 150 pages quand même aujourd'hui, qui est assez technique pour se faire... Le problème, c'est que nous, on est tributaires. Alors, c'est pas qu'on va... D'une information de seconde main qui a été déjà manipulée, et pourquoi pas un petit peu orientée, quoi. C'est ça que vous craignez, Fabrice. Moi, ce que je crains, c'est surtout que on parle beaucoup. Finalement, on fait beaucoup d'interprétations. J'entends des avis divers selon les jours. Même hier, j'entendais. On ne sait plus quoi penser du texte, oui. Alors, on ne sait plus. Oui. On ne sait plus quoi penser du texte parce que même des spécialistes ont des avis contraires. Donc, au final, on s'en remet aux spécialistes sans savoir ce que contient le texte. Justement, on tente de trouver réponse à une source fiable pour vous faire votre propre idée, Fabrice. Dans un petit instant, on est avec Philippe Louis, le président de la CFTC, avec nous jusqu'à 10h. Si vous avez des questions pour lui, vous n'hésitez surtout pas. Sudradio.fr, que doivent faire les syndicats? Négocier ou tout bloquer? Voilà l'attitude qui divise aujourd'hui, la question qui divise aujourd'hui les organisations syndicales. On parle beaucoup des blocages de la CGT. Nos auditeurs, qu'en pensent-ils aujourd'hui? Je vais vous dire, je suis assez perplexe parce que nos auditeurs sont plutôt contradictoires aujourd'hui. On leur pose cette question, est-ce qu'ils doivent négocier ou est-ce qu'ils doivent tout bloquer contre la loi travail? Nos auditeurs sont 58% à répondre non, ils doivent tout bloquer. Alors que 5 minutes plus tôt, ils étaient en train de nous dire, 74% d'entre eux nous disaient, l'image de la France s'est dégradée avec la grève. C'est vrai, l'image de la France s'est dégradée de leur point de vue. Il n'empêche qu'ils appellent à ce que les syndicats à continuer à tout bloquer. Alors, j'aimerais bien vous entendre. Tout bloquer, négocier, qu'en pensez-vous? 0826 300 300, je vous attends à l'antenne. Sud Radio. 9h42 sur Sud Radio. Bonjour Kevin Michel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. À 11h, seul contre tous, vous plongez dans les commentaires très durs qui sont formulés à l'égard du Sénat, et ce depuis des années. Les appels à la suppression du Sénat, il y en a eu je ne sais combien. Aujourd'hui, le bicamérisme, c'est vraiment cette manière dont fonctionne le parlementarisme français. Le Sénat, vous voyez pas pourquoi on s'en prend autant à lui. Le Sénat est indispensable. Oui, absolument, et on reviendra sur tout un tas d'exemples, notamment du temps du général de Gaulle, qui sont assez criants. Le dernier exemple en date aussi de ceux qui demandent la suppression du Sénat, ça a été, on s'en souvient,
souviens, Claude Barthelone, du côté des socialistes à l'Assemblée nationale, comme par hasard, juste avant les sénatoriales qui étaient quand même vouées à l'échec concernant la gauche. Autrement dit, le Sénat, il dérange finalement quand on n'a pas la majorité. Et puis on va revenir surtout sur cette réserve parlementaire qui permet à nos élus de subventionner les investissements de proximité. L'association Contribuables Associés a communiqué les 5 perles des sénateurs, et notamment les plus bizarres, les dépenses les plus bizarres qui consistent à dire en gros on fait plaisir aux copains, notamment avec ces 50 000 € pour une seconde statue du général de Gaulle à Calais par exemple. Alors c'est vrai que ça peut paraître assez incroyable, malgré tout quand on fait le calcul, ça concerne à peu près 8% des parlementaires qui commettent des bourdes. C'est loin d'être le cas de la majorité de nos parlementaires, de nos sénateurs ou de nos députés. Voilà pourquoi ce matin, je vous le dis, on a besoin du Sénat en France. Arrêtons de taper sur les sénateurs et plus largement sur les parlementaires. D'accord, pas d'accord, le débat vous intéresse, c'est à 11h 0826 300 300 et vous donnez votre opinion dès maintenant sur sudradio.fr. 9h, 11h. Le grand référendum. Sur Sud Radio. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Le grand référendum. Est-il encore temps de négocier pour trouver une issue par le haut à ce conflit autour de la loi travail qui oppose aujourd'hui des syndicats radicalisés comme la CGT au gouvernement? Pendant ce temps-là, les syndicats réformistes, eux, on les entend plus trop. Philippe Louis, le président de la CFTC, est avec nous ce matin. Philippe Louis, Laurent Berger, le patron de la CFDT, s'exprime ce matin dans les colonnes du Parisien et dit sensiblement la même chose que vous. Le texte n'est pas mauvais, il n'est pas nuisible aux salariés. C'est pas un texte aussi qui va contraindre plus que ça les entreprises. Bref, c'est pas un mauvais texte. Finalement, aujourd'hui, est-ce que, en dépit de la situation, il faudrait pas quand même essayer de renégocier? Est-ce que l'attitude du gouvernement qui dit ça passera quoi qu'il en coûte et on tordra le bras à la CGT, c'est la bonne attitude d'après vous? Mais si vous voulez, il y a encore quelques petits points qu'on demande à négocier. Ça va repasser au Parlement. On a encore l'espoir mais ce sont plus des points pour rendre beaucoup plus lisible cette loi et pour écarter cette fameuse inversion de la hiérarchie des normes. Pour nous, la hiérarchie des normes n'est pas inversée, c'est simplement le dialogue social qui est décentralisé au niveau de l'entreprise, mais même pas sur tous les points, uniquement sur la durée du travail. Et encore une fois, sur la durée du travail, c'est déjà le cas aujourd'hui. Et ça a été introduit lors des 35 heures. Donc, il faut continuer à négocier. Mais là aussi, si vous voulez, je pense que les organisations syndicales qui veulent continuer à négocier, là, on est en train de nous dire les organisations syndicales sont contre la loi travail, demandent le retrait. Non, les organisations syndicales, prenons les organisations syndicales. Elles sont divisées. Il y en a 7 qui appellent à manifester toutes les semaines et d'autres qui disent plus grand chose. Moi, je suis pas d'accord avec vous parce qu'il n'y a pas 7 organisations syndicales qui demandent. C'est pas 7 organisations syndicales. Si on prend les organisations syndicales représentatives, il y en a 5 représentatives en France. Il y en a 2 qui demandent le retrait et il y en a 3 qui demandent effectivement de négocier et de rendre cette loi moins anxiogène par des éclaircissements. Et les 3 qui demandent ces éclaircissements, ce sont les 3 qui représentent 51% des salariés. Alors après, bien sûr, quand on est dans une stratégie d'amalgame, on dit 7 parce qu'on y rajoute les non représentatives, mais si on rajoute aussi les non représentatives du côté de ceux qui veulent négocier, on est à 4 et les autres ne sont seulement à 4 aussi. Ensuite, si on rajoute les organisations, en parlant d'organisations syndicales, on rajoute les organisations syndicales d'étudiants. Oui, ok, les organisations syndicales, appelons-les comme ça, mais du côté de ceux qui veulent négocier, il y a aussi des organisations syndicales d'étudiants qui veulent négocier. La FAGE veut aussi négocier. Donc, vous voyez, on nous dit, on a l'impression que c'est 7 contre 0. Non, premièrement, c'est pas 7 organisations syndicales. Appelons un chat. Parlons d'organisations syndicales représentatives. C'est 2 organisations syndicales représentatives contre 3. Donc, vous voyez, et par rapport à ça, donc finalement, vous êtes la majorité. Vous êtes dans la majorité silencieuse, Philippe Louis, à vous entendre. Hein. Mais on n'est pas silencieux. On n'est pas entendu. Vous savez, quand on parle de ce fameux CPA, il y a quand même de l'information qui est faite sur ce côté CPA. Regardez ce qu'on a pu obtenir depuis le début du
premier projet. Et il y a des choses qui sont très importantes pour les salariés. Oui. Et ça, on le dit pas assez. Mais justement, Fabrice tout à l'heure nous disait c'est dur de trouver de la bonne information précise, non instrumentalisée, de se faire sa propre idée sur le texte, parce que ils se sont un peu pris en otage de deux camps qui s'affrontent et face auxquels, au milieu duquel il y a beaucoup de Français se trouvent et savent pas trop quoi penser de la loi travail. Comment on fait pour s'informer honnêtement sur le texte, Philippe Louis? Écoutez, il y a déjà les organisations syndicales, toutes, celles qui sont contre et celles qui sont pour, sur leur site internet, on a des argumentaires. Vous allez sur le site. Écoutez les arguments des uns et des autres. Mais entre celui qui va vous dire c'est bon pour l'emploi et celui qui va dire c'est pas bon pour l'emploi, comment on tranche? Vous savez, on se contente pas, nous, sur notre site, de dire c'est bon ou c'est pas bon. On dit voilà pourquoi ça apporte quelque chose. Et des exemples, on en a. Vous savez, ce qui est de plus terrible pour un salarié, c'est de n'avoir aucune qualification et de ne bénéficier d'aucune formation et de ne pas avoir accès à cette formation. La loi travail telle qu'elle est faite aujourd'hui, chaque salarié maintenant aura droit à 400 heures de formation quand il n'a pas aucune qualification et quand il n'a aucun diplôme. Et ça, c'est une avancée pour les salariés, parce que jusqu'à présent, ce qui est dramatique pour les salariés, certes, ils ont un emploi, ils n'ont aucune qualification, et quand l'entreprise ferme parce que elle a des difficultés, il se retrouve à Pôle emploi et il fait partie tout de suite de ceux qui n'ont aucune qualification, aucune chance de retrouver du travail. Là, le système qui est en train d'être mis en place, c'est de dire si jamais ça t'arrive, tu as droit à 400 heures de formation. 400 heures, c'est pas rien. 400 heures, ça permet d'obtenir une qualification, ça peut même permettre d'obtenir un diplôme. Et on n'est pas obligé d'attendre que son entreprise ferme pour pouvoir bénéficier de cette formation. On peut aussi le faire pendant qu'on est dans l'emploi. Et si jamais on n'a pas eu le temps de le faire pendant qu'on est dans l'emploi, on a les moyens, on n'a plus besoin d'aller quémander une formation. C'est un droit universel à l'information. C'est inscrit dans la loi. Philippe, vous restez avec nous. J'ai encore des questions. Je vous demanderai votre avis sur ce que dit votre prédécesseur, un de vos prédécesseurs à la tête de la CFTC, Bernard Vivier, qui s'exprime aujourd'hui dans les colonnes du Figaro, selon qui les ingrédients du conflit actuel sont inédits et potentiellement dangereux. Concernant le projet de loi de travail, vous allez sur travail-emploi.gouv.fr, vous allez pouvoir consulter le projet de loi dans son intégralité. C'est un peu long, c'est un peu technique, mais enfin, c'est ça l'information de première main. Vous y trouverez aussi l'exposé des motifs ainsi qu'une étude d'impact. Voilà, pour vous faire votre propre idée sur le texte. Sudradio.fr. Négocier, tout bloquer, ce paradoxe que vous soulignez tout à l'heure d'auditeurs qui sont inquiets pour l'image de la France, mais qui se prononcent toujours en faveur des blocages. Est-ce que la tendance est toujours en faveur du blocage? La tendance est toujours en faveur du blocage, Dimitri, même si elle s'est un peu estompée, mais toujours 54% de nos auditeurs sur sudradio.fr qui appellent malgré tout les syndicats à tout bloquer plutôt qu'à négocier sur la loi travail. Allez, n'hésitez pas, vous prenez la parole, 0826 300 300. Sud Radio.